Hamas continue à s'enrichir en taxant l'aide humanitaire destinée à la population gazaoui. Selon les données publiées par Ynet, le Hamas détiendrait actuellement à Gaza entre 400 millions et 1 milliard de shekels en liquide. Alors on va se poser la question de savoir comment c'est possible après 2 ans de guerre avec vous, Ava Merji, et vous en parlez avec Stéphane Goldin, spécialiste sécurité défense. Oui, Stéphane Goldin, bonjour, merci d'être avec nous. Judaïka FM. On a vu donc l'armée israélienne qui a opéré sur le terrain pendant 2 ans à Gaza, plus de 2 ans. Israël a opéré continuellement pour essayer de freiner ces tentatives du Hamas de restaurer ses capacités, ses ressources. Mais on voit donc que 2 ans après, l'argent continue de parvenir par des voies détournées aux terroristes du Hamas. D'argent qui se trouve d'ailleurs dans les tunnels du Hamas, parce que c'est souvent de l'argent liquide. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages d'otages qui ont pu revenir sur le territoire israélien, qui ont dit clairement qu'ils avaient vu des masses assez phénoménales d'argent liquide qui étaient en petite coupure, pour dire clairement les choses, dans les couloirs, dans les tunnels, pardon, du Hamas. Alors, c'est un argent qui avait été accumulé depuis un certain nombre d'années et qui avait été mis et qui avait été stocké justement pour justement prévoir cette guerre et pour pouvoir continuer à financer et les terroristes, mais aussi l'administration du Hamas, puisqu'il faut comprendre que le Hamas avait je dirais, deux branches. Il y avait une branche terroriste que tout le monde connaît, mais il y a aussi une branche terroriste administrative, je dirais, qui dirigeait le territoire du Hamas, qui a permis au Hamas de pouvoir continuer à financer, je dirais, l'administration, entre guillemets, du Hamas, mais aussi ses terroristes. Depuis, il y a eu la question aussi de l'aide humanitaire. On ne va pas se raconter d'histoire. Et l'aide humanitaire a été aussi une manne financière très importante pour le Hamas, puisqu'elle a mis une main en partie sur cette aide humanitaire, malgré tout ce qu'a pu faire les forces de défense israéliennes avec l'aide américaine. Et cette aide humanitaire a servi concrètement de marché noir. Et ce marché noir, évidemment, a permis de renflouer en partie les caisses du Hamas avec de l'argent liquide. Il est très difficile de payer avec une carte de crédit, je dirais, à Gaza, mais toujours est-il qu'avec de l'argent liquide, oui, on peut payer. Et il s'avère qu'il y a eu toujours énormément d'argent qui se trouve aujourd'hui dans les tunnels du Hamas. Mmh. Du côté de l'armée israélienne, on comprend qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. D'ailleurs, il y a, des sources au sein de l'armée israélienne aujourd'hui, qui recommandent de réduire le nombre de camions qui entrent, dans la bande de Gaza, mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse de l'échelon politique. Est-ce que ça semble possible, quelque chose comme ça? Ça devient, je dirais, un débat dans le débat, parce que depuis le début, certains disent qu'il ne faut pas d'aide humanitaire, certains disent qu'il faudrait une aide partielle. On a bien vu qu'Israël a tout fait, en tout cas, pour qu'il y ait un contrôle de l'aide humanitaire, et il y a eu une pression internationale qui fait que l'aide humanitaire continue à rentrer dans Gaza. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 400 et 600 camions qui rentrent pas quotidiennement, mais assez souvent sur le territoire de Gaza. Et le Hamas, concrètement, prend cette aide humanitaire. Donc oui, il faudrait limiter cette aide humanitaire. Il faudrait même, je dirais, à titre personnel, je pense qu'il faudrait carrément l'arrêter, pour dire clairement les choses. Il faut qu'il y aurait... L'idéal serait qu'il y ait, en tout cas pour Israël, plus aucune connexion, je dirais, avec le territoire géré par le Hamas. Parce que dans le fond, derrière tout ça, ce que l'on voit, c'est que le Hamas ne veut pas se démilitariser, ne veut pas se démanteler. Le Hamas a toujours dit clairement, depuis le premier jour, qu'il refusait tout accord et tout acte de démobilisation et de démilitarisation. Et donc, le Hamas veut continuer à vouloir gérer dans le futur ce territoire. Et concrètement, ça, c'est impossible, en tout cas, pour Israël et surtout pour la sécurité des habitants du sud d'Israël. Mmh. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a pas vraiment de pression réellement sur le Hamas. Il a fallu 1 mois avant, la reprise des recherches de la dépouille, de Ranvili. On parle déjà d'une prochaine réouverture du point de passage de Rafah. En même temps, il y a ces signaux, venant des États-Unis, de Donald Trump qui devrait annoncer le début de la phase 2 la semaine prochaine. On veut aller vite. Il y a une volonté américaine de vouloir passer, je dirais, les étapes avant de terminer la première étape, et on a toujours un otage, hein, une dépouille d'un otage qui est toujours dans les mains du Hamas.
On a baissé la pression, c'est vrai, et il y a une pression internationale qui est faite pour baisser justement cette pression. Je pense concrètement que c'est une erreur. Encore une fois, Israël ne va pas aller jusqu'au bout, je dirais, de cette affaire. Concrètement, si on laissait faire, le Hamas continuerait et pourrait continuer à gérer ce territoire, cette bande qui lui reste, c'est-à-dire les 47%, je dirais, du territoire de Gaza qui lui est plus ou moins, entre guillemets, acquis. Je pense que c'est regrettable. Je pense qu'Israël doit appuyer sur le champignon. Il doit concrètement terminer le travail dans la bande de Gaza. Parce que concrètement, si demain on devait arriver à ce statu quo, j'allais dire tout ça pour ça. Et cela veut dire aussi concrètement que dans quelques années, ça pourrait recommencer. Et probablement, ça recommencerait. Mmh. Et est-ce que, c'est possible, c'est une option, qu'on ait ce passage à la phase 2 du cessez-le-feu, que le on poursuive dans ce plan de paix de Gaza avant que, la dépouille de Ranvili, dernier otage, ne soit restituée? Est-ce qu'Israël, va céder lui-même à la pression extérieure? Énormément de pression, et les pressions américaines, et on l'a vu lors du voyage le 29 décembre dernier de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, où il a rencontré Donald Trump, où les Américains étaient déjà sur l'idée d'une phase 2 et même d'une phase 3. Alors, il y a les services de sécurité israéliennes, par contre, eux qui sont sur je dirais, un positionnement beaucoup plus ferme, je dirais, et qui disent clairement on ne peut pas encore passer à la phase 2. D'ailleurs, ça a été dit et redit par le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, à maintes reprises. Et donc, pour le moment, on ne peut pas passer à cette phase 2. Depuis, de plus, il faut comprendre que cet accord de la phase 1 n'est pas du tout respecté, au-delà de la question de Ramvili. C'est-à-dire que quotidiennement, il y a aussi des terroristes du Hamas qui s'approchent de la ligne jaune, qui veulent passer au-delà de la ligne jaune et qui veulent attaquer les forces de Tsahal. Donc il n'y a concrètement pas de cessez-le-feu à proprement parler. Donc il y a aussi toute la question aussi de cette force internationale, où elle va se situer, cette force internationale. Est-ce qu'elle va se situer sur la bande de terrain qui est que Israël pour le moment gère, ou sur la bande de terrain que gère pour le moment le Hamas? Israël ne veut pas voir cette force internationale qui pourrait être une finule 2.0, pour dire clairement les choses, arriver sur ce territoire qu'il gère pour le moment. Parce que Israël a besoin de cette bande de sécurité à l'intérieur de la bande de Gaza, justement pour préserver sa population du Sud. Merci beaucoup Stéphane Goldin d'avoir été avec nous.